Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Culture G. Moi c'est Sally et aujourd'hui on va remonter le temps pour disséquer un événement qui a littéralement fait trembler le monde sur ses bases, la crise de 1929. Alors imaginez un peu le tableau, les années 20, les fameuses années folles. C'est une décennie de fêtes, d'insouciance, d'optimisme débridé qui va se conclure par l'une des pires catastrophes économiques de l'histoire. La question est donc simple. Comment est-ce qu'on a pu passer de cette euphorie totale au chaos le plus complet? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre l'effondrement, il faut d'abord revenir au point de départ, là où tout a commencé, les États-Unis, en plein cœur d'une décennie qui semblait magique, où absolument tout paraissait possible. C'était vraiment l'âge d'or de la consommation. On s'équipait en appareils ménagers, les voitures commençaient à envahir les rues, et tout ça s'était rendu possible par une grande nouveauté, le crédit. On vivait dans une espèce de bulle d'optimisme, avec cette certitude que la croissance, elle ne s'arrêterait jamais. Et qui dit bulle d'optimisme dit très souvent bulle spéculative. C'est un concept vraiment essentiel pour comprendre la suite. Pour faire simple, c'est quand le prix des actions en bourse monte, mais de manière complètement folle, bien au-delà de la valeur réelle des entreprises. C'est un véritable château de cartes financier. Et ce décalage, il était vertigineux. D'un côté, on a l'économie bien réelle, la production des usines, qui augmente de 50%, ce qui est déjà énorme, Mais de l'autre, on a le monde de la finance, Wall Street, où la valeur des actions était multipliée par 4, une hausse de 300%. La bourse était dans sa propre galaxie, complètement déconnectée de la réalité. Le château de cartes devenait dangereusement haut. Et comme n'importe quel château de cartes, celui-ci était voué à s'effondrer. On arrive au moment fatidique, le fameux crash de Wall Street. Retenez bien cette date, jeudi 24 octobre 1929. On l'appelle le jeudi noir. C'est le jour où la fête s'arrête, brutalement. La confiance, qui était le carburant de toute cette machine folle, s'évapore en l'espace de quelques heures. Et là, c'est le début de la panique générale. Cette citation de l'historien John Galbraith nous plonge directement au cœur du chaos. Ce n'est plus une question de logique économique, c'est une terreur aveugle. Tout le monde essaye désespérément de sauver les meubles en vendant ses actions le plus vite possible, ce qui ne fait qu'accélérer la chute. C'est une spirale infernale. Et pour vous donner une idée de cette panique, un seul chiffre suffit. Presque 13 millions. C'est le nombre d'actions qui ont été balancées sur le marché en une seule et même journée. Un record absolu. Un véritable tsunami de titres dont plus personne ne voulait. Cette crise a créé une image d'Épinal, une image saisissante, presque mythique, celle des spéculateurs qui, ruinés en quelques minutes, se jettent du haut des gratte-ciel de New York. Alors, même si c'est en grande partie une légende noire, ça illustre parfaitement le désespoir absolu qui s'est abattu sur la ville à ce moment-là. Parce que le crash, en réalité, ce n'est que le début. L'onde de choc va maintenant sortir de la bourse pour frapper toute l'économie, toute la société et plonger l'Amérique dans ce qu'on va appeler la Grande Dépression. Le choc est d'une violence inouïe. En à peine 3 ans, la production industrielle des États-Unis est divisée par 2, moins 50%. C'est comme si le moteur économique du pays le plus puissant du monde s'était tout simplement arrêté. Net. Et bien sûr, cette chute provoque une terrible réaction en chaîne. Moins de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire des usines qui ferment leurs portes. Plus personne n'ose investir un seul dollar. Et la conséquence la plus directe, la plus humaine, ce sont des vagues de licenciements massifs qui touchent des millions et des millions de gens. L'ampleur du désastre social est juste effrayante. En 1929, on était à 3% de chômage, c'est-à-dire le plein emploi. 3 ans plus tard, on grimpe à 25%. Un travailleur sur 4 se retrouve sans emploi. Et à l'époque, il n'y avait pas de filet de sécurité et pas d'indemnité. Pas de travail, c'était la misère. Point. Du coup, la pauvreté devient extrêmement visible. Aux abords des grandes villes, on voit pousser d'immenses bidonvilles. Les gens les surnomment, avec une ironie amère, les Hoovervilles, du nom du président Hoover, qu'on jugeait totalement dépassé par les événements. Ces campements de fortune sont devenus le symbole de cette misère américaine. Et la crise ne frappe pas que les villes. Loin de là, les campagnes sont touchées de plein fouet. Des milliers de fermiers, ruinés par l'effondrement des prix, perdent tout, leurs terres, leurs maisons, et prennent la route vers l'ouest, vers la Californie, en espérant trouver un avenir meilleur. C'est cette tragédie humaine que raconte le chef-d'œuvre de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Mais le drame ne va pas s'arrêter aux frontières des États-Unis. Comme un virus ultra contagieux, la crise va traverser les océans et infecter l'économie mondiale tout entière.
Alors, comment ça s'est passé? Il y a eu 2 canaux de transmission principaux. Premièrement, le commerce international s'est complètement effondré. Chaque pays s'est replié sur lui-même, a fermé ses frontières économiques. C'est l'explosion du protectionnisme. Deuxièmement, et ça c'est crucial, les banques américaines, qui avaient besoin d'argent frais, ont retiré en urgence tous les capitaux qu'elles avaient prêtés à l'étranger, notamment en Europe. Et ça a provoqué un véritable tremblement de terre financier, en particulier en Allemagne et en Autriche, où les banques se sont effondrées les unes après les autres. Et l'onde de choc est planétaire. En Allemagne, la situation devient explosive avec plus de 5,5 millions de chômeurs. La puissante Grande-Bretagne est obligée de dévaluer sa monnaie, la livre sterling. Et l'impact se ressent jusqu'au Brésil. L'image est folle. Les producteurs qui n'ont plus personne à qui vendre leur café sont obligés de le brûler par tonnes entières pour essayer de faire remonter les prix. Une image absurde et tragique de cette crise mondiale. Cette catastrophe économique va laisser des cicatrices extrêmement profondes. Et surtout, elle va avoir des conséquences politiques absolument majeures, qui vont redessiner la carte du monde pour les décennies à venir. Le point fondamental à comprendre, c'est que cette crise n'est pas seulement économique, elle est aussi idéologique. Partout dans le monde, la confiance dans le système capitaliste, dans les démocraties libérales qu'on juge impuissantes, cette confiance est pulvérisée. Le terrain devient alors très fertile pour des solutions politiques beaucoup plus radicales. Cette chronologie, elle est limpide. Les pires années de la crise, 1931-1932, avec les faillites de banques et le chômage de masse, elles coïncident parfaitement avec la montée en puissance des régimes totalitaires en Europe. La misère, le désespoir, ça pousse les populations vers des solutions extrêmes et ça nous mène tout droit vers les tensions qui vont exploser avec la Seconde Guerre mondiale. Et on termine donc avec cette question qui finalement résume tout. La crise de 1929 nous montre de manière spectaculaire comment un événement purement financier, un simple crash boursier, peut, par un effet domino implacable, non seulement ruiner des millions de vies, mais aussi déstabiliser tout l'ordre international et, au final, redessiner complètement la carte politique de la planète. C'est une leçon qui, je pense, reste terriblement d'actualité. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.